Donc, je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire, un petit mot de remerciement ou de bienvenue aux personnes qui ont été invitées par le soin de Euh, SPG, afin que nous prenions la parole. Bonjour tout le monde. Je tiens à remercier au nom de toute l'équipe SPG de votre présence. Donc, ça sera un webinaire qui sera présenté par Lida de Rodin Schwartz. Je vais vous envoyer d'ici peu un formulaire s'il y a la possibilité de le remplir dans le but de suivre par la suite et vous envoyer la présentation. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire. Super. Merci beaucoup, Mariam, pour cette introduction. Donc, pour qu'on puisse justement avoir une meilleure qualité d'écoute, je vous prie de bien vouloir vous mettre en mute, sauf éventuellement si vous souhaitez poser une question ou vous souhaitez ajouter un commentaire. Super. Donc, je remercie donc SPG d'avoir pris l'initiative d'organiser ce webinaire donc, qui est axé sur le standard PCI DSS, hein, donc un standard aujourd'hui qui concerne plusieurs entreprises, raison pour laquelle vous êtes nombreux à répondre à notre invitation. Donc, pour ma part, je suis Joseph Chouachi. Je suis ingénieur commercial en charge du développement de la carte Rode et Schwartz sur le marché de l'Afrique francophone. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Rida Benfikali, qui n'est plus à présenter. Donc, Rida est connu sur le marché, on va dire particulièrement tunisien, de par ses origines. Et également le fait qu'il est intervenu dans plusieurs projets de WAF, hein, donc des déploiements, mais également des conseils en avant-vente. Et donc, il sera aujourd'hui, on va dire, le principal chef d'orchestre de cet échange, où il nous montrera notamment comment la solution proposée par Rode Schwartz, donc le WAF, est conforme aux exigences du standard PCI DSS. OK. Je te laisse dire quelques mots, Rida, avant qu'on ne commence quand même. Merci Joseph pour cette introduction. Bonjour à tout le monde. Effectivement, donc je suis avant-vente chez Rodin Schwartz Cybersécurité. Donc j'ai intégré le groupe suite à la fusion ou l'acquisition de Denial. Donc je travaille sur les projets de sécurisation des applications web maintenant depuis plus de 15 ans. Donc sur plusieurs projets d'intégration sur des grands comptes, que ce soit en France ou à l'international. Super. Merci pour cette introduction et cette présentation, Rida. Est-ce que vous voyez mon écran? Donc, je pose surtout la question à Rida ou à la modératrice. Super. Donc, on va pouvoir commencer. En termes d'agenda aujourd'hui, donc on a prévu avoir un échange avec vous, un échange qui va durer à peu près 45 minutes, maximum 1 heure. L'idée vraiment, c'est de dire dans un premier temps, comme vous voyez en termes d'agenda, donc de revenir en fait sur les fondamentaux de la norme PCI DSS, de savoir qui est concerné, pourquoi il faut la respecter, mais également les principales exigences, hein, les grandes lignes. Et donc le gros de la présentation sera focusé sur donc la solution RS-WAF et sa conformité avec le standard PCI DSS. Et bien sûr, on finira par vous rappeler, pour certains qui nous connaissent déjà, mais simplement rappeler qui nous sommes, et conclure avec bien sûr un call to action, comme c'est le cas dans la plupart des webinaires. Donc, je vous prie donc de nous accorder un maximum d'attention, et voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, la première chose, c'est simplement de rappeler, hein, donc la source, c'est de Wikipédia. C'est des choses qui sont évidentes pour vous, mais c'est toujours important de rappeler pour un besoin de contexte. Donc, le standard, c'est bien sûr un standard qui s'adresse principalement à l'industrie de cartes de paiement. Donc, aujourd'hui, c'est simplement de pouvoir sécuriser la donnée pour les différents acteurs qui interviennent dans la chaîne monétique. Et ce standard tient en fait d'un projet de conglomérat de l'ensemble des exigences que, dans le passé, chacun des fournisseurs de cartes de paiement avait décrit. Donc, chacun avait décliné ses exigences de sécurité ou ses standards. Et donc, en 2004, ils ont décidé ensemble, donc avec American Express, Visa, Mastercard et j'en passe, ont décidé de fusionner ensemble les exigences et les standards
pour avoir un standard uniformisé, le standard pour l'industrie de cartes de paiement. Et donc, l'objectif, en fait, c'était de, quelque part aussi, assurer un certain niveau de sécurité pour toutes les entreprises qui, aujourd'hui, vont stocker, traiter ou transmettre, en fait, des données de titulaires de cartes bancaires. Et initialement, le standard, il est paru en version 1.0, donc depuis avril 2016, nous sommes à la version 3.2. Qui sont concernés ou qui est concerné? Donc, ce qu'il faut rappeler dans la préparation de cette présentation, nous avons, nous aussi, on a appris comme vous, hein. Initialement, on pensait que quand on parle du standard PCI-DSS, on s'adresse principalement aux entreprises du monde de la finance, donc principalement les banques, les assurances. Mais en gros, aujourd'hui, l'idée, c'est quoi? C'est de dire que la classification ou les exigences de PCI-DSS, ça se décline en fonction du nombre de transactions que vous pouvez faire ou votre entreprise peut faire par an pour les cartes bancaires. Donc, la première catégorie, en fait, le top, c'est ceux qui font plus de 6 millions de transactions par carte bancaire par an. Et la deuxième catégorie, c'est entre 1 et 6 millions. Et troisième catégorie, entre 20 et 1 million de transactions. Et bien sûr, la dernière catégorie, c'est moins de 20 000 transactions par an. Sachant que la subtilité, c'est de dire que lorsque vous êtes plutôt dans la première catégorie, vous avez une obligation d'avoir un certificat de certification PCI-DSS. Alors que dans les 2 ou les 3 autres catégories du bas, vous avez simplement, il y a une conformité qui passe simplement par un fichier d'auto-évaluation qui vous permet plus ou moins de savoir où est-ce que vous vous situez en termes de certification. Et sachant qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui s'appuient en fait sur des intermédiaires qui leur fournissent justement des plateformes de paiement. Et donc derrière, c'est au travers de leurs prestataires qu'ils sont ou qu'elles peuvent et qu'elles sont conformes aux standards qui leur est exigé. OK? L'autre question aussi, c'est de savoir en fait pourquoi est-ce qu'il est important d'être conforme aux standards PCI-DSS. Donc la première chose et l'un des premiers arguments, nous avons au minimum 4, mais le premier point que nous avons jugé important, c'est de dire que aujourd'hui, on est dans une industrie qui est très ciblée par des attaques. Donc, je regardais, en fait, il y a un article du magazine Capital.fr qui parlait justement d'une attaque survenue en France qui, en février, donc à partir de février jusqu'au mois de juin dernier, en fait, il y a eu une attaque dont les hackers, en moins de 72 heures, ont pu lancer plus de 6 000 transactions frauduleuses sur plus de 100 cartes volées, et ce qui a généré justement, on va dire, une perte financière de près d'1 million d'euros. Donc, si on est capable aujourd'hui de voir en très peu de temps et avec parfois des moyens qui, on va dire, des moyens rudimentaires, la capacité ou la force de frappe des fraudeurs et surtout comment l'impact que ça peut avoir dans le monde des cartes bancaires, le monde de la manipulation de données à caractère financier. Donc derrière, on se comprend aujourd'hui qu'on est dans une industrie où il faut absolument agir. La deuxième raison, c'est surtout la partie amende. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes une entreprise qui en a fait, vous manipulez un certain nombre de transactions bancaires par an. Donc, on parle d'un minimum, il faut à peu près 20 000 transactions pour rentrer dans les catégories d'exigence. Sachez qu'aujourd'hui, vous vous exposez en effet en cas d'incident à des amendes qui peuvent être estimées entre 5 000 jusqu'à 100 000 $ par an. Et ça, jusqu'à ce que vous soyez conforme. Donc, ça fait quelque chose aussi également qui va pousser les entreprises à vraiment réfléchir sur la question de certification. La troisième chose, c'est vraiment, on va dire, un pur besoin pratique. Donc, aujourd'hui, lorsque vous respectez la norme ou lorsque vous suivez la norme et le standard, vous êtes tenu quelque part d'avoir un niveau de sécurité qui est élevé donc, par la mise en place d'un certain nombre de technologies, donc parmi lesquelles le WAF, donc la solution dont nous allons vous parler aujourd'hui. Donc, ça vous permet derrière de vous protéger contre les principales menaces qui ciblent en fait les applications web et les API. Et la dernière raison, c'est simplement au vu de dire que quand toute entreprise qui est digne de ce nom et qui veut finalement rester pérenne et continuer à adresser des parts de marché, à gagner des parts de marché, se doit d'avoir la confiance de ses clients. Et imaginez-vous quand vous faites la une des journaux ou si derrière vous êtes sous le coup d'une sanction, bien sûr qu'il y a un préjudice par rapport à la marque, mais également à la confiance client, mais aussi
à tout ce qui est perte de revenus. OK? Nous, pour terminer les premières slides justement sur les généralités, puisque cette partie-là, c'est simplement un rappel, c'est de dire qu'aujourd'hui, le standard PCDSS, il se décline en 6 grands objectifs avec 12 points à respecter. Bien sûr, dans chacun des 12 points, nous avons des sous-points ou des sous-catégories. Et en ce qui concerne le produit dont nous allons vous parler, nous avons quasiment la réponse, on va dire, une conformité avec l'ensemble des points, à l'exception du point 7, du point 9 et du point 12. Donc, je vais laisser la parole à Rida Benfikali qui, lui, maintenant va pouvoir revenir sur l'ensemble des points et de pouvoir justement matcher le produit RS-WAF avec les fonctionnalités ou avec les exigences de PCDSS en rappelant bien sûr les points et le contexte de chacun des points. Je te laisse la parole, Rida, pour que tu puisses avancer avec la suite de la présentation. Très bien, merci Joseph. Il faut que tu arrêtes le partage de ton côté pour que je lance. Merci. Je te laisse. Alors, partager. OK. Permission. Alors, il me bloque le partage. Donc, ce que je te propose peut-être de faire, Joseph, si tu peux reprendre de ton côté le partage et on va continuer à… Pas de souci, si tu fais ça. Merci. Donc, on va parler dans un premier temps de la première exigence, donc mettre en place et gérer un réseau et des systèmes sécurisés. Donc, la première exigence, elle consiste donc il faut installer, réaliser le suivi d'une configuration de pare-feu ou de firewall pour protéger les données de carte bancaire. Il y a une sous-catégorie de 1.3 qui consiste en fait à interdire l'accès public direct entre l'accès à Internet et tous les composants de votre environnement, des données des titulaires de carte. En gros, en résumé, ce que demande cette exigence, c'est assurer un cloisonnement des accès à Internet et aussi des accès à vos applications web. Ce cloisonnement, en fait, nous, on peut y répondre, on peut aider en fait une organisation à être conforme à PCI DSS grâce à la mise à disposition d'une fonctionnalité dont on est seul à pouvoir offrir, c'est la fonctionnalité mode polling. Cette fonctionnalité, en fait, elle permet d'assurer un cloisonnement des accès aux applications web pour toujours laisser l'application web hébergée dans un environnement interne, dans une DMZ privée, et tout en maintenant l'équipement WAF qui va sécuriser les accès dans une DMZ publique. Et l'intérêt de cette solution, c'est que le fait d'activer le mode pooling, ça permettrait en fait d'interdire les connexions entrantes depuis la DMZ publique vers la DMZ privée. Donc, si vous voyez le schéma qu'on partage, vous avez en fait des applications web qui peuvent être présentes sur soit une DMZ publique, soit sur une DMZ privée, même carrément dans un réseau local. Nous, on peut s'interfacer avec l'ensemble de ces applications web, avec une chaîne de firewall applicatif avec un équipement qui est présent sur la DMZ publique, un autre équipement qui est présent sur la DMZ privée, et les utilisateurs qui accèdent aux différentes applications, ils sont sécurisés et toutes leurs transactions passent à travers le firewall applicatif. Et nous, on peut assurer des fonctions d'accélération, des fonctions d'authentification et des fonctions de sécurité pour sécuriser l'accès à ces applications-là qui sont présentes sur plusieurs DMZ. Bien souvent, pour mettre à disposition une application, on est confronté à un challenge où il faut la mettre sur une DMZ publique. On n'a pas besoin de déplacer l'application sur une DMZ publique qui peut être risqué. Pourquoi? Parce que c'est sur cette DMZ-là que vous allez avoir le plus d'attaques et plus de surface d'attaque possible. Donc, on peut très bien garder les applications sensibles
soit dans une DMZ privée, soit dans le réseau local. Et le firewall applicatif, lui, il va s'occuper de la partie étanchéité des accès réseau, puisque, en fait, grâce au mode calling, on va interdire les connexions entrantes depuis la DMZ publique vers la DMZ privée. Donc, en fait, il n'y a que l'équipement réseau qui est situé sur la DMZ privée qui initie les connexions vers le WAF qui est installé sur la DMZ publique. Et le firewall réseau qui est entre les deux DMZ, public et privé, son rôle, c'est d'interdire les connexions entrantes. C'est dans une démarche de défense en profondeur. En cas de compromission de votre DMZ public, l'attaquant ne peut pas rebondir sur la DMZ privée. Donc ça permettrait d'assurer une sécurité maximale d'une application web critique. Donc, on passe donc toujours dans la même catégorie, dans le même chapitre. Donc, pour la mise en place et gérer un réseau sécurisé, vous avez une deuxième exigence qui consiste à, rappel, donc ne pas utiliser les valeurs par défaut des fournisseurs de services. Donc, en gros, si vous mettez un équipement de sécurité, il ne faut pas laisser le mot de passe par défaut. C'est très simple, mais souvent, quand on se rend compte, quand on audite des architectures chez des clients finaux, on se rend compte que cette règle-là n'est pas forcément respectée, pour une raison ou une autre. Donc ça peut être parce que le partenaire ou l'intégrateur a fait une intégration rapide de l'équipement, parce que c'était prévu de changer le mot de passe une fois que l'installation est terminée, mais on se rend compte effectivement qu'en faisant une audit de sécurité, que certains équipements, on a gardé les mots de passe par défaut, ce qui est grave en termes de sécurité. En plus, donc, il faut crypter tous les accès des administrateurs. Donc, tous les logs d'accès administrateurs ou les logs qui sont présents sur l'équipement doivent être chiffrés. Au niveau de notre équipement WAF, quand vous faites l'installation et la configuration, vous êtes forcé de changer le mot de passe. Vous ne pouvez pas garder le mot de passe par défaut. Donc ça, on l'a implémenté au niveau de la configuration, au niveau du design du produit, pour faire en sorte que quand vous configurez l'équipement, vous allez forcément choisir un mot de passe et pas n'importe lequel, donc avec un système de robustesse, d'exigence en termes de complexité de mot de passe. Mais donc le mot de passe là, c'est à vous de le choisir, et ça ne sera pas un mot de passe par défaut qui va être le même, qui est forcément aussi documenté et qui peut être aussi identifié par un attaquant s'il essaie de pirater votre réseau. Aussi, les logs d'administration sont chiffrés. Donc, les logs de l'équipement de sécurité qui sont présents sur le WAF, nous, en fait, ils sont stockés, ils sont soit sur une base de données chiffrée, soit sur un fichier, les logs de trafic ou même les logs de l'application web. On est avec une fonction spécifique, on peut très bien activer le chiffrement de ces logs-là afin d'assurer la confidentialité. Toujours dans le même chapitre, vous avez une troisième exigence. Donc, il faudrait protéger les données des titulaires de cartes lors de leur stockage. Donc, c'est-à-dire que si vous manipulez des données bancaires, donc il faudrait ne pas, précisément sur la partie 3.2, donc ne stocker aucune donnée d'identification sensible après autorisation. D'accord. Donc, il faut, même si la transaction est chiffrée, donc on accède à l'application HTTPS, donc la communication est chiffrée entre le titulaire de la carte et l'application web ou l'application mobile. Il faut pas garder ces éléments-là au niveau des logs de l'équipement. Et au niveau de la norme, ils ont bien listé tous les données sensibles de carte bancaire. Donc, on cite par exemple le PAN, donc sur le chapitre 3.3 ou 3.4. Donc, même s'il est stocké, il faut le rendre illisible. Ou même si vous développez une application qui va permettre à l'utilisateur de consulter cette information, il faudrait rendre une partie illisible de ce numéro-là, parce que c'est un numéro donc confidentiel. Et au niveau de l'équipement WAF,
quand vous sécurisez une application bancaire, tous les données bancaires, en fait, on a mis à disposition en fait, un template de configuration par défaut qui va assurer que les logs qui stockent l'ensemble des transactions sur une application web ou sur une application mobile, que ces données-là, en fait, ils seront chiffrés. Ils ne sont pas chiffrés plutôt, mais ils sont masqués. Donc, les données PAN, numéro, mot de passe, ou même les codes de carte. Donc, tous ces éléments-là, en fait, ils sont masqués dans les logs pour éviter qu'un administrateur de WAF, par exemple, ou un administrateur de CEM, donc si le WAF envoie les logs sur un équipement qui centralise les logs, ne soit pas capable d'avoir tous les codes confidentiels ou tous les PAN des titulaires de cartes bancaires. Et bien évidemment, en fait, vous avez dans la catégorie 3.5 ou dans le chapitre 3.5, en fait, il faudrait, si vous détenez par exemple les données, les certificats SSL et les clés privées, donc de vos applications web, ou même après ces éléments-là, en fait, vous devrez en fait assurer la confidentialité de ces données. Et aussi le stockage. Nous, avec la solution RSWAF, on peut s'interfacer avec une solution HSM. La solution HSM, en fait, elle permet, outre l'accélération du trafic SSL, le confinement des clés privées. Donc, les clés privées, en fait, ils ne seront pas présents au niveau de la configuration, mais ils seront mis dans un coffre fort au niveau de l'équipement HSM. Donc, ça permettrait d'assurer en fait le confinement des clés privées et des certificats. Donc, dans le chapitre protéger les données des titulaires de cartes bancaires, on a une exigence 4. Dans le niveau de l'exigence 4, il faudrait en fait chiffrer les transitions, la transmission des données de cartes à travers le réseau ouvert public. Donc, en gros, il faut que le HTTPS soit activé pour les applications web et les applications mobiles. Et il faudrait aussi, donc, précisément, utiliser un système de cryptographie robuste et des protocoles en fait, qui ne présentent pas de failles de sécurité. Bien évidemment, en fait, au niveau de notre solution WAF, on met à jour régulièrement la politique de chiffrement pour assurer toujours le support des protocoles SSL les plus aboutis et les plus sûrs, et avec les suites de chiffrement les plus sûres. Donc, avec la possibilité de choisir quels sont les profils de chiffrement, quels sont les protocoles qu'on va supporter. Bien évidemment, il faut faire une balance entre robustesse et chiffrement, et aussi mise à disposition de votre application web et de votre application mobile pour vos clients finaux. Parce que si vous mettez que un chiffrement très fort, très exigeant au niveau de votre application, vous pouvez avoir beaucoup de clients finaux qui vont avoir des difficultés à accéder à votre site, voire une impossibilité d'accéder à votre application, puisqu'ils utilisent soit des postes de travail qui ne sont pas à jour en termes de sécurité, ou des smartphones des vieux smartphones qui utilisent en fait des suites de chiffrement faibles. Donc voilà, il faut faire une balance entre disponibilité et confidentialité. Et bien évidemment, en plus, nous, en fait, au niveau de la solution WAF, on est capable d'activer en fait le SSL de bout en bout. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de le WAF, quand il va assurer la mise à disposition de votre application web, il peut s'adresser à votre application interne aussi en HTTPS pour que le flux soit chiffré de bout en bout. On peut passer au slide suivant, Joseph. Donc, ensuite, chapitre suivant, donc suivre un processus de gestion de vulnérabilité. Donc, bien évidemment, quand on met en place une politique de sécurité, il faudrait définir cette politique de sécurité, mais il faudrait suivre aussi, l'auditer cette politique de sécurité pour s'assurer qu'on n'a pas de faille, pour pouvoir aussi l'ajuster plus tard.
On a l'exigence 5. Sur l'exigence 5, en fait, ou le requirement 5, il faudrait utiliser et mettre à jour régulièrement des logiciels antivirus. Et donc, dans le chapitre 5.1, plus précisément, il faut déployer des logiciels antivirus sur tous les systèmes régulièrement affectés par les logiciels malveillants. Et en gros, ici, on va se focaliser plus, en plus des PC, mais surtout sur les serveurs web et qui hébergent des applications et qui donnent, par exemple, des fonctions d'upload de fichiers aux clients finaux. Donc, si vous avez une application web sur cette application web, un client peut uploader des fichiers pour mettre à jour des informations le concernant ou pour faire des transactions, il faudrait que l'équipement soit capable, votre application web, il faut qu'elle soit capable d'analyser par un système antivirus avant de pouvoir traiter le document ou le fichier. Et pour cela, en fait, nous, au niveau de la solution WAF, on a mis une fonctionnalité qui va permettre d'analyser les pièces jointes ou les uploads ou les transferts de fichiers par un antivirus via le protocole ICAP avant que la requête n'arrive au serveur web. Donc, tant que le fichier n'est pas conforme, ne présente pas de virus, bah, dans ce cas-là, le WAF va le bloquer. Et ça permettrait donc d'assurer, dans le cas où vous avez une application web qui ne fait pas ce contrôle-là, le fait d'avoir une solution WAF qui permet d'y répondre, bah, ça vous permettrait d'être conforme à la norme PCI DSS. Et donc, on va passer à l'exigence 6. Donc, il faudrait donc développer, gérer des systèmes et des applications sécurisées. Donc là, sur cette partie-là, en fait, au niveau de la solution WAF, bien évidemment, comme la solution WAF, elle permet d'une analyse complète du trafic et l'identification de l'attaque avec plusieurs moteurs de sécurité. On a la capacité de détecter les attaques connues et inconnues, donc les attaques qui n'ont pas de signature ou ce qu'on appelle aujourd'hui aussi les zero day, grâce à un système de sécurité positif et négatif. Le système de sécurité positif s'appuie sur une liste blanche avec la structure qui représente la structure de votre application ou de votre web service. Et le modèle de sécurité négatif, c'est un modèle qui est basé sur plusieurs moteurs de sécurité. Il y a un moteur de sécurité qui utilise le système de signature d'attaque connu qu'on met à jour régulièrement avec notre équipe R&D. Il y a un système aussi heuristique qui va associer pour chaque requête un poids et quand le poids dépasse un seuil, on va le bloquer. Ça permettrait d'identifier les attaques avancées et les attaques qui n'ont pas de signature. Et on a un troisième niveau de sécurité, donc avec des moteurs avancés qui font de l'analyse syntaxique et sémantique au niveau des requêtes reçues, au niveau des formulaires saisis par un utilisateur ou sur une application web et mobile, et on peut détecter les attaques avancées, les attaques aussi qui n'ont pas de signature. Et donc, avec ces trois catégories trois niveaux de filtrage négatif, on est capable d'identifier les attaques connues et inconnues. Donc, ça nous permettrait aussi d'être couverts par rapport aux différentes attaques qui sont référencées par le top 10 de l'OWASP. Donc, le WASP, en fait, c'est un organisme qui va, chaque année, en fait, vous sortir un rapport qui va détailler quelles sont les vulnérabilités qui ont plus marqué l'année en termes de criticité. Et vous allez retrouver dans le rapport top 10 de l'OWASP les listes des vulnérabilités sur laquelle en fait on a l'application et plusieurs applications web qui sont sensibles. Et en plus, si vous mettez en place un système de scan de vulnérabilité de façon ponctuelle, une fois par an ou de façon récurrente, nous, on peut mettre en place un système de virtual patching. Si vous identifiez une vulnérabilité, on peut très bien intégrer automatiquement le filtre qui va bien afin de colmater l'erreur identifiée. Ça, c'est dans le cas, par exemple, où on identifie une faille de sécurité liée à une application.
ça peut même être fait sur un scan direct au niveau de l'application sans firewall applicatif. Vous avez aussi une autre catégorie d'attaques sur les applications web et les applications mobiles, c'est les attaques de robots. Les attaques de robots, c'est des requêtes légitimes, mais ça provient de robots qui peuvent utiliser les ressources de votre site web ou de votre application mobile afin de récupérer des données pour que soit aspirer le contenu du site, soit aussi utilisé à des fins par des concurrents pour s'aligner ou pour adapter leurs offres. Et nous, on a développé aussi un moteur de sécurité qui va contrer ces menaces et bloquer les robots. Tous ces éléments-là, qui sont tous les éléments, les menaces qui sont identifiés par le WAF, ils sont bloqués. Ils sont logués, ils sont journalés, donc avec des rapports qu'on met à disposition à l'administrateur du WAF, qui peut aussi partager avec son management afin de montrer l'efficacité du WAF. Et aussi, on peut la partager avec l'équipe métier pour qu'ils ajustent aussi qu'ils corrigent aussi les erreurs qu'on peut retrouver sur une application web. Ensuite, on passe donc à le chapitre suivant, donc mettre en œuvre des mesures de contrôle d'accès efficaces. Donc, vous avez l'exigence 7. Sur cette exigence 7, donc restreindre l'accès aux données de titulaires de carte aux seuls individus qui doivent le connaître. Sur celle-là, en fait, nous, le firewall applicatif il n'est pas affecté donc, par cette exigence, donc on ne peut pas aider sur cette partie-là. Par contre, pour l'exigence 8, donc identifier et authentifier l'accès aux composants de système, vous avez donc une sous-catégorie 8.3 et qui stipule qu'il faut sécuriser tous les accès administratifs non console et tous les accès distants par authentification à double facteur. Donc l'authentification à double facteur, nous, on peut aider à la mettre en place. Si vous avez une application web qui ne supporte pas cette authentification, nous, on peut implémenter cette authentification à double facteur au niveau du WAF. Ça vous permettrait d'être conforme à la norme PCI DSS. Et même, on a des clients en fait, qui préfèrent que l'authentification soit déportée par le WAF afin que les requêtes qui sont traitées par l'appli soient, en plus qu'ils soient filtrées, ils soient aussi en plus authentifiés. Et sur la dernière exigence, ici sur ce slide-là, l'exigence 9, donc c'est une exigence en fait qui parle de limitation d'accès physique aux données de titulaires de carte. Et sur celle-là, en fait, elle n'est pas applicable en fait au firewall applicatif. Donc, on va parler donc du chapitre suivant. Donc, surveiller et tester régulièrement le réseau. L'exigence 10 donc, stipule qu'il faudrait surveiller le réseau puisqu'on met en place une politique de sécurité. Donc, il faudrait surveiller le réseau afin d'identifier s'il y a un impact au niveau des données qui transitent. C'est la surveillance de données donc, nécessite que en fait, les éléments, les logs qui sont enregistrés soient envoyés en fait, à un équipement qui centralise tous les logs des équipements de sécurité. Et tous les logs du WAF, que ce soit les logs de management, les logs d'administrateurs, les logs de trafic des applications, les logs de sécurité, on peut les envoyer en temps réel sur un serveur syslog. On peut aussi automatiser, créer des tâches qui automatisent le transfert. S'il n'y a pas de serveur syslog, on peut les transférer sur une machine qui centralise les logs. Au niveau de l'exigence 10, donc il faudrait tester régulièrement votre système de sécurité. En fait, on répond à cette exigence-là par la capacité de notre produit à intégrer en fait, de l'intelligence artificielle pour protéger l'accès à une application. Pour cela, en fait, le firewall applicatif, on peut activer une fonction d'analyse comportementale, c'est-à-dire que c'est une fonction qui va permettre de mettre en place en fait, un système de scoring et de réputation. Et
aux utilisateurs afin de vérifier leur comportement s'il y a une déviance par rapport à un usage normal de l'application. Donc, dans un premier temps, par exemple, on peut associer un score par défaut à un utilisateur. Ce score-là, il peut évoluer à la hausse et à la baisse selon le comportement de l'utilisateur. Si, par exemple, il génère des attaques, son score va baisser et tout dépend du seuil qu'il va atteindre. On peut, par exemple, lui faire afficher une captcha afin de valider est-ce que c'est un robot ou est-ce que c'est un humain. On peut le bloquer, on peut mettre en place un seuil de tolérance pour éviter aussi les faux positifs. On peut mais aussi, on peut le blacklister pendant une durée de temps bien définie. Et ce système-là, en fait, ça permettrait en fait d'identifier et de bloquer les comportements dangereux. Surtout, par exemple, si on se connecte depuis une IP d'un pays et que dans la seconde qui suit, on se connecte depuis un autre pays, donc ça pourrait aussi déclencher des alarmes au niveau du WAF. Et la dernière exigence, donc 12, qui permet de disposer d'une politique régissant de la sécurité de l'information, sur celle-là, en fait, elle n'est pas applicable sur la partie WAF. Super. Merci, je Rida, vous propose... Merci, Joseph. Vas-y. Je pense que tu voulais conclure. Non, je voulais te donner la main, en fait. Je voulais te donner la main pour la suite, Joseph. Super. Allez, je prends la main. Merci Rida pour cette explication détaillée donc sur les différents chapitres et les différents points et le niveau de conformité que peut fournir la solution RSWAF. Nous allons finir en fait finalement avec, on va dire qu'on a fait un peu les choses à l'envers. Donc on a commencé par vous parler du sujet qui était, on va dire, le plus important, à savoir aujourd'hui comment est-ce que nous pouvons, notre solution répond à la conforme aux standards PCI DSS. Et là, on va terminer, et ce sera simplement en guise de rappel parce que certains d'entre vous nous connaissent déjà et d'autres ne nous connaissent pas. Donc la question, c'est de savoir qui nous sommes. Donc sur la question qui nous sommes, en guise de rappel, qu'aujourd'hui, Rohde & Schwartz Cybersécurité met en fait de deux marques que vous avez connues dans la région, Beware et Denial, pour ne pas revenir sur des informations que vous savez déjà. Mais sachez derrière qu'en fait, dans la marque Rohde & Schwartz Cybersécurité se cache 20 ans d'expérience en fait dans la sécurité applicative. Et nous sommes aujourd'hui, on va dire que filiale d'un grand groupe Rohde & Schwartz, qui aujourd'hui est un grand groupe à ne plus présenter, 11 000 collaborateurs dans le monde, et plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, on va dire qu'on est dans ce grand groupe et quelque part, on est très serein par rapport à l'avenir, c'est de dire qu'on a la possibilité, on a aujourd'hui les moyens, ce qui n'était pas le cas à l'époque quand on était on va dire, Beware ou Denial, société plutôt de taille humaine. Nous avons aujourd'hui la santé financière pour continuer à innover en matière de sécurité applicative, mais également sur d'autres sujets qui ne font pas partie de l'objet du sujet d'aujourd'hui. Et surtout, on est sur la partie en termes de légitimité, une solution qui est approuvée et qui est connue et aussi bien scorée par des analystes comme Forrester, ou alors sur le site de l'analyste Gartner que tout le monde connaît aujourd'hui, le site annexe, le Peer Insight, où les clients, des clients comme vous, des sociétés comme vous et nous, peuvent librement aller déposer une note, leur ressenti, leur retour client sur nos solutions. Et sur cette partie-là, en effet, nos clients, de manière unanime, reconnaissent en nous un savoir-faire sur la partie sécurité applicative. Donc, on est une société qui fournit une solution qui est certifiée et qualifiée par l'ANSSI, et c'est un argument qui est très important et pour lequel des sociétés sont sensibles, surtout quand on vient où on a des actionnaires qui sont l'État ou le secteur public, mais c'est également on va dire un argument qui est mis en avant pour quelque part aussi rassurer et garantir un certain niveau de sécurité, parce que par exemple, aujourd'hui, vous savez que le ministère de l'Intérieur en France utilise une technologie qui est homologuée par l'ANSSI et que l'ANSSI travaille avec des antennes ou des agences sœurs en Tunisie
mais également dans la plupart des pays de l'Afrique francophone, c'est également une forme d'assurance par rapport au choix de la technologie. En termes de clients, on vous dit, c'est plus de 600 clients. Et ce qu'il faut savoir surtout, c'est que la plupart de ces clients, on va dire à peu près la moitié de ces clients, viennent du monde finalement de ce qu'on appelle la finance. Donc principalement aujourd'hui, on va dire, c'est les entreprises qui manipulent les données à caractère financier, mais c'est également les entreprises comme vous, hein, qui aujourd'hui le standard PCI DSS vous intéresse, à savoir que vous manipulez tout ce qui est données de titulaires de cartes bancaires. Et les références, pour ne citer que quelques noms, sont des grosses entreprises du CAC 40, mais c'est également de nombreuses entreprises qui sont déjà aujourd'hui actives et installées en Tunisie. On a par exemple aujourd'hui les principales banques tunisiennes, hein, qui ont fait le choix de notre technologie. Et à côté de ça, j'ai également d'autres entreprises qui ne font pas partie du monde de la finance, mais qui également sont interpellées comme vous, soit par des exigences de conformité avec le RGPD, soit par des conformités sur le standard PCI DSS, ou alors simplement parce que c'est des entreprises qui ont des données sensibles, qui sont matures en termes de sécurité et qui finalement ont compris l'intérêt d'investir dans une technologie de Web Application Firewall pour protéger les applications web, les API et également tout ce qui est application mobile. Okay. Donc, nous allons terminer rapidement avec une slide qui va résumer les différents points que nous n'avons pas mis en avant aujourd'hui parce que par besoin de simplicité, nous avons souhaité uniquement mettre le zoom sur la question de standard PCI DSS. Mais sachez aujourd'hui que les principaux clients qui font le choix de nos technologies le font pour l'ensemble des raisons que je vais citer là. La première raison étant le fait qu'aujourd'hui, même si le sujet tel qu'il a été expliqué par Ida peut pour certains sembler complexe, mais sachez qu'aujourd'hui, quand vous testez le produit ou que vous regardez la console d'administration de ce produit avec la philosophie de définition des règles de sécurité, nous aujourd'hui, par contraste avec ce que proposent nos concurrents, nous avons une politique de sécurité qui est graphique, quelque chose qui séduit beaucoup nos clients parce que ça permet aux gens de rapidement s'approprier la solution, de rapidement la comprendre et surtout, lorsque vous avez un management également qui a un besoin de visibilité sur les investissements que vous avez faits en termes de choix technologiques, vous pouvez imprimer un workflow qui est une présentation graphique de la politique de sécurité sur votre application web et présenter cet élément en CODIR à votre utilisation générale et ça va être facilement digéré et facilement compréhensible. L'autre point à mettre en avant aujourd'hui, c'est qu'on est un acteur en fait qui est francophone. Donc on est très proche des pays d'Afrique francophone, de par le fuseau horaire, de par l'héritage culturel, mais c'est également le fait qu'aujourd'hui, quand vous achetez nos produits, vous avez un accès direct au support technique. Et donc, ça veut dire que derrière, si vous avez une préférence de discuter avec quelqu'un qui parle français, vous avez quelqu'un au bout de fil qui parle français. Et ça contraste avec des solutions qui peuvent venir d'autres Atlantiques ou parfois avec des centres de support qui sont basés aux États-Unis, en Inde, en Asie. Et donc, là, vous faites le choix avec Rohde & Schwarz d'avoir un éditeur qui est proche de vous. L'autre raison, et Rida l'a mentionné très bien, donc il nous a donné la plupart des détails, c'est de dire que c'est une solution qui aujourd'hui vous permet de vous protéger contre les robots, mais également contre tout ce qui est public zero WAS. Mais d'autre part, ce qui est bien de savoir, c'est que c'est une technologie qui est complètement agnostique à l'environnement dans lequel vous déployez, à savoir que si vous avez aujourd'hui des environnements, plutôt des serveurs virtuels, notre solution elle est full compatible à ce type d'environnement. Si c'est plutôt des serveurs physiques ou des environnements physiques, nous également, nous sommes compatibles. Ou alors, si dans un troisième choix ou dans une troisième hypothèse, vous avez plutôt des applications qui sont hébergées par le cloud, nous pouvons vous accompagner dans cette tendance. Et Rida l'a également mentionné tout à l'heure en termes de l'analyse comportementale ou l'intelligence comportementale que nous intégrons dans la solution, qui permet comme ça, en fait, d'apporter de la flexibilité au blocage ou à l'autorisation d'accès à votre application web, parce que derrière, on est conscient que si vous faites le choix d'une technologie de WAF, il peut arriver, hein, et dans certains cas ça arrive, que vous vous retrouvez face à une solution qui, de manière péremptoire, va bloquer les flux légitimes. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir une solution qui va coupler l'analyse des techniques de sécurité, on va dire, négatives et positives, mais également coupler cela à l'hyperréputation et à l'analyse comportementale utilisateur pour justement rendre la chose assez intelligente. L'autre point aussi, c'est la partie API.
Aujourd'hui, les API sont des nouvelles tendances et on n'est plus uniquement dans des environnements où on avait des applications web en HTTP ou en HTTPS. On a également un besoin aujourd'hui d'agilité qui passe par l'automatisation d'un certain nombre de process. Et donc, les API, les échanges automatisés entre des serveurs internes chez vous, ou alors entre vos serveurs et les serveurs de vos filiales, ou entre vos serveurs et les serveurs de vos partenaires d'affaires, tout cela passe par des API et nous avons développé des moteurs intelligents pour répondre à ce besoin également. D'autre part aussi, c'est de dire que si aujourd'hui vous faites des choix de notre solution, ce n'est pas simplement on ne vous enchaîne pas, on ne vous emprisonne pas dans un environnement. C'est-à-dire que par contraste, par exemple, avec des providers, pour ne pas citer les noms comme Amazon ou alors Google, pour avoir ou utiliser la technologie de WAF, il va bien falloir que votre application tourne dans leur environnement. Nous, on vous propose une solution qui, peu importe l'environnement dans lequel l'application est déployée, on a non seulement la possibilité de pouvoir la sécuriser, mais d'autre part, on vous apporte un avantage, à savoir que la console de management aujourd'hui qui vous permet d'un point central de pouvoir orchestrer et de pouvoir piloter les règles de sécurité sur l'ensemble des WAF que vous avez déployés sur les différents environnements dans lesquels vous souhaitez mettre votre application. La dernière chose, peut-être que ce n'est pas applicable dans votre cas, mais sachez aujourd'hui qu'on a par exemple des clients de e-commerce qui, eux, de manière ponctuelle, ont des pics de trafic. Par exemple, pour la fin d'année, ils ont besoin d'avoir plus de serveurs, plus de capacité de traitement parce qu'ils vont avoir des commandes et des commandes en ligne. Donc, aujourd'hui, on a des solutions qui sont automatiquement scalables. Et Rida l'a aussi mentionné, c'est la partie authentification forte, à savoir qu'aujourd'hui, en complément ou en module supplémentaire au WAF, on a la possibilité de vous fournir un module d'authentification qui est adaptative, c'est-à-dire une authentification qui est basée dans un contexte et qui ne va pas s'appliquer à tous les utilisateurs de manière indiscriminée. Et d'autres points aussi, c'est le côté aussi où on va dire que nous participons, on est un éditeur qui fournit une solution avec une philosophie de sécurité ouverte. C'est-à-dire que chaque année, on participe à un événement qui est la nuit du hack, avec le concept de bot bounty, où on a des hackers éthiques qui viennent régulièrement avec des éditeurs qui souhaitent mettre la solution à l'épreuve. Et donc, on y participe chaque année. Et quand bien même on a un hacker qui arrive à trouver des failles ou à trouver des moyens de contournement, parce que c'est des choses qui peuvent aussi arriver, donc on utilise ces données-là, on utilise ces informations pour améliorer le produit. Et enfin, c'est la partie, donc on a parlé des API, donc je termine sur le fait que nous avons une solution qui est, on l'a dit, certifiée par l'ANSSI, mais également une solution qui peut faire office aujourd'hui de protection contre les DDoS applicatifs, parce que également ça fait partie des attaques qui ciblent le plus les applications web. Donc, nous avons terminé avec la partie présentation. Là, en effet, si ce qui a été dit en début, en milieu ou en fin de présentation a révélé quelque chose de l'intérêt pour vous, nous vous invitons vivement à agir, c'est-à-dire que soit à prendre contact directement avec notre partenaire SPG basé en Tunisie, qui aujourd'hui a les capacités de vous accompagner dans des tests, dans des présentations détaillées et personnalisées, parce qu'on peut revenir, parce que là, on a fait quelque chose de purement généraliste pour que ça puisse parler à tout le monde. Mais sachez que derrière, si vous avez besoin d'avoir une présentation personnalisée, prenez contact avec l'adresse mail qui est affichée à l'écran. Prenez contact pour avoir une estimation budgétaire pour l'acquisition de la solution. Prenez contact avec cette personne pour avoir une qualification du besoin pour savoir si oui ou non notre WAF peut adapter à vos besoins. Et donc, je termine en vous laissant la possibilité de nous poser des questions, en vous remerciant de votre attention et surtout de l'intérêt que vous avez exprimé pour cet exercice. Myriam? Oui, je t'écoute. Oui, donc je ne sais pas si tu peux nous aider en termes de modération, donc de nous donner la possibilité aux personnes présentes. Les questions peuvent être posées soit par chat ou alors posées en direct. Ils peuvent poser en direct leurs questions.
Les micros, normalement, ils sont activés. خليكم تشبعوا نعرف حنا Allô, allô? Allô? Oui. Donc, je pense qu'il y a le dernier commentaire que j'ai fait, qui peut-être j'ai dû couper mon micro. Donc, je disais en fait que donc que ce soit un commentaire, que ce soit juste voilà, un feedback par rapport à ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu. Donc, tout ça est apprécié. Hein. Donc, ça nous permet, nous, en fait, d'améliorer la façon d'échanger avec nos clients et nos prospects. Donc, nous sommes à votre écoute. On se laisse encore 1 ou 2 minutes si vous avez des questions ou des observations. Bon, vous avez, je pense qu'on peut s'arrêter ici. Donc, vous avez mon adresse mail. Pour toute information complémentaire ou tout besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Merci pour votre présence. On vous remercie également pour l'initiative et votre présence. Et donc, n'hésitez pas, vous avez les coordonnées de l'équipe SPG. Et donc, n'hésitez pas à les contacter, à les solliciter si vous souhaitez avoir un complément d'information. Merci à tous, merci Rida, merci. Marianne pour l'organisation. Et donc, à très bientôt. Bonne journée et à bientôt tout le monde. Bonne journée. Au revoir.